Les gars, Khamzat Chimaev s'est imposé péniblement face à Dricus du Plessis. On voit ce que ça donne quand il affronte un vrai middleweight. Et la question qu'on va se poser avec Rust au regard de ce combat très chaud pour le nouveau champion, c'est qu'est-ce que ça va donner pour la suite? Parce que là, je pense qu'il y a pas mal de contenders chez les middleweight qui sont en train de se dire bah title shot, ça va être finger in the nose comme on dit outre-Atlantique. Donc tout ça est d'ironie, hein, bien sûr. Évidemment. Qui peut faire tomber Khamzat? Surtout, est-ce possible dans cette catégorie des moins de 84 kg alors que Nassourdine a dit qu'il était le prochain, Régnier de Rieder commence à faire acte de candidature, on va voir tout ça ensemble. Rusty qui nous revient fraîchement de Chicago, vas-y Rust. Mais je dois avouer que même si c'était une des performances les plus impressionnantes qu'on ait vues dans un combat pour le titre, paradoxalement, je sais que t'en as déjà parlé, mais on va le voir par rapport au contender, ça l'a rendu humain. Plus humain. J'aime ça. Que même s'il avait perdu, je trouve, dans la manière dont il a gagné. Donc oui, on va voir. Winamax te rembourse ton premier pari en cash si celui-ci est perdant dans la limite de 100 € et en plus avec le code LASSUR10, 10 € supplémentaires en cash. Attention, les jeux d'argent sont interdits aux mineurs. Jouer n'est pas une alternative au travail et ne permet pas de s'enrichir, donc jouez de manière responsable. Victoire donc de Khamzat Chimaev, 5 rounds à 0 contre Dricus du Plessis, un Khamzat plus gestionnaire et paradoxalement, comme tu l'as dit Rusty, plus humain, mais d'un autre côté, tu commences à te dire bordel, ça va quand même être chaud de le manœuvrer. Et par plus humain, qu'est-ce que tu veux dire? Parce que c'est vrai que t'as pas eu l'occasion de t'exprimer sur ce combat-là jusqu'à maintenant. Enfin, en dehors... Après, ouais, parce que comme tu as déjà fait le podcast et que vous l'avez déjà vu avec Manu, ça va être assez rapide, mais après, la France attendait quand même ton point de vue. Je préfère je pense. Hein, oui. Non, en fait, c'est simplement que comme il a la manière dont il a été gestionnaire, c'est-à-dire que oui, il a eu du contrôle pendant les 5 rounds, mais c'est pas comme s'il avait fait, donc comme tu l'as dit, c'est pas comme s'il avait fait grand dégâts et c'est pas comme s'il avait fait non plus beaucoup de tentatives de soumission. Et on pourrait presque en déduire qu'il a vraiment voulu assurer la victoire, mais qu'il était peut-être pas complètement serein de prendre des risques. Et pas complètement serein pour un mec comme Khamzat Chimaev, ça le rend humain, parce que donc ça veut dire qu'il a eu un calcul où il s'est dit, bon, je pourrais probablement essayer de le soumettre, je pourrais probablement essayer de me dégager, créer de l'espace pour faire du ground and pound qui soit un peu plus efficace que ce que j'ai fait là, mais il a décidé de ne pas le faire, il a décidé de rester complètement au contact et quitte du coup à ne pas créer de situation où il peut vraiment faire mal, et ça pour moi c'est un calcul qui, dans ma tête, l'a rendu un peu plus humain. Et puis en plus de ça, c'est vrai que, et ça c'est moi, c'est ma faute et c'est de mon côté tout seul, hein, mais je m'étais un peu fait avoir par l'effet de halo avec Khamzat, c'est-à-dire que comme il explosait tout le monde, et on avait l'impression, en tout cas dans les derniers combats, pour beaucoup, sans trop de difficultés, même si bien sûr, hein, il y a eu les combats contre Burns et Usman, mais voilà, quand on regardait ce qui se passait contre Holland, contre Whittaker, on avait cette impression que dans un bon jour, ou presque, tu vois, Khamzat était absolument injouable. Et là, maintenant qu'on a eu un peu que le brouillard s'est dissipé, bah c'est vrai que quand on regarde même ses combats précédents, son ground and pound en fait est pas vraiment impressionnant. Il fait pas très mal sur son ground and pound, même quand il crée de l'espace, hein. Donc au niveau mécanique de frappe sur le ground and pound au sol, c'est pas si ouf. Et pour les tentatives de soumission, c'est vrai que, alors là je sais que c'est un truc de bâtard parce que c'est peindre la cible après avoir tiré la flèche, mais à part Robert Whittaker et le fait qu'il avait déjà des problèmes aux dents, c'est vrai que du coup, il n'a pas soumis Usman, il n'a pas soumis Burns et il n'a pas soumis Dricus. Ouais, donc mais... en fait, voilà, tout ça pour dire que ça, maintenant que tout ça est mis en parallèle, ça peut le rendre un peu plus humain. Eh bien, très bien, on va pas être d'accord sur ce sujet-là, Rusty. Moi, je trouve que paradoxalement, ce côté humain me le rend plus flippant. Parce que un Khamzat comme ça, qui est plus gestionnaire, je pense que ça lui rend ses combats contre Burns et Usman bien plus faciles. Et c'est pour ça que moi aussi je suis en train de me dire bordel, et comme on se projette sur la suite, ça va quand même être salement compliqué de le manœuvrer. C'est qu'en fait maintenant désormais un Khamzat qui ne va pas vouloir à tout prix finir les gars au premier round, quand il est contre des mecs qui ont soit une bonne lutte, soit un bon JJB, bah en fait il va juste cruiser vers une décision ultra simple. Et c'est vrai qu'un Usman qui n'est pas aussi crevé contre Burns et contre Usman, peut-être que c'est des combats aussi bien plus difficiles pour eux. Et c'est là où moi je trouve que c'est impressionnant ce gars-là, c'est que l'air de rien, en ayant toujours la même communication, toujours le même côté flippant, et sans qu'on ait cette impression, tu vois, que le mec prenne du recul, en dehors du fait de se dire, bon bah ça y est, là il s'entraîne avec Sam Calavita, là il revient en Tchétchénie et tout, et il fait ces ajustements-là,
bah, il se sert de tous les moments, même pas des défaites, mais de tous les moments qui ont été un peu durs, un peu compliqués pour lui dans ses combats, pour justement prendre du galon et rendre ses chocs plus faciles. Parce que là, le combat contre Dricus, et on l'a bien vu avec la preuve étant pour moi le 5e round et le moment où debout il se fait quand même un peu toucher, mais il n'y a pas eu d'énorme alerte, mais quand même, c'est que bah, le gars a fait ce qu'il fallait pour ne jamais être dans une situation où tu es un petit peu en dette d'énergie et que les takedowns deviennent plus compliqués et que la Dricus commence à se dire bon bah, en fait là il va pas me falloir 4 minutes pour pouvoir te finir. Et là en étant plus gestionnaire et comme tu l'as dit plus humain, c'est sans doute selon moi ce qui a fait que le gars a été en zone 2 durant l'intégralité du combat ou presque à part évidemment cette fin de 5e round. Donc vraiment moi là je suis en train de me dire le gars a tous les trucs pour faire que tu tombes sur un Adesanya ou un profil type striker, typiquement, on en parlera peut-être après, tu montes contre Alex Pereira, là tu peux y aller à fond pour essayer de le finir. Par contre, t'es contre un mec où tu sais que ça va être un peu plus compliqué, typiquement de Reader, bah tu vas pas tout mettre pour essayer de le finir à tout prix parce que tu sais que tu peux t'exposer au fil du combat si t'arrives pas à le sortir au bout de 5 minutes. Et pour toi, pour Alex Pereira, ce serait plus facile dans le sens où tu penses que c'est plus facile pour Khamzat de finir Alex Pereira, de le soumettre? Bah, ce que je me dis, c'est qu'en fait, maintenant, tu vois, il peut vraiment avoir deux approches. Contre les mecs qui sont limités au sol, enfin, je veux dire, que ce soit Adesanya, que ce soit Alex Pereira, que ce soit des mecs... aujourd'hui, dans le top 5 middleweight, t'as pas vraiment de profil comme ça. À voir un peu, même si on l'avait déjà dit dans les autres combats, Sean Strickland, c'est quand même plus compliqué qu'il n'y paraît à le mettre au sol. Mais les profils où comme ça, c'est clairement, tu te dis, à partir du moment où ça va au sol, ça va être compliqué pour eux de se relever. Je pense qu'il peut vraiment accélérer. Mais par contre, quand il tombe comme des gars, comme Burns, comme Ousmane, comme Dricus du Plessis là, comme de Reader, comme on sait pas, une fois que Nassourdine aura eu son title shot après dans quelques années, Caillot, des gars comme ça, il peut peut-être se dire je vais un petit peu plus gérer plutôt qu'à tout prix vouloir finir le gars. On sait que il va pouvoir bien défendre et ensuite c'est un combat un peu différent. Voilà. Ouais, non, bah effectivement. Bah du coup, en fait, tu réponds un petit peu presque à la question de ce podcast qui était qui pour Khamzat et là pour les contenders à venir. En fait, c'est vrai que c'est là maintenant, avec ce Khamzat nouveau, on a presque l'impression que, tu sais, déjà, si tu n'as pas un sol de malade mental, parce qu'en fait, la lutte, j'ai envie de dire, ça compte parce que ça comptera dans la capacité à se relever. Donc, on l'a vu avec Ousmane qui était constamment en menace et même Burns qui était constamment en menace de se relever. Et c'est ça qui a fait travailler Khamzat et qui l'a mis dans le rouge en termes de cardio, ce que n'a pas réussi à proposer Dricus. Mais si t'as pas une lutte de calibre, mais vraiment champion UFC de calibre international de machin, en fait, c'est pas que t'es déjà mort dans le film, mais presque. Ou un bon JJB qui fait que t'as une garde qui est assez hermétique et qui l'emmerde salement. Comme ouais, Burns, c'est ça, ouais. Bah ouais, parce que effectivement, là, c'était terrible. Mais moi, de tout ce que j'ai entendu des spécialistes là après le combat sur le sol de Dricus, en fait, ce qui était terrible, c'est que même si Dricus, on sait qu'il a un bon sol, enfin, il a un sol qui, tu peux pas être champion UFC si t'as pas de bon sol de toute façon, je veux dire, mais là, le fait que même quand il était dessous, qu'il n'essayait pas vraiment de s'en sortir, en fait, Dricus, au-delà du crucifix, parce que bon, quand t'es pris dans un crucifix, c'est compliqué, même si, d'après ce que j'ai compris, il y a quand même normalement des solutions que tu peux mettre en place et que n'a pas vraiment mis en place Dricus. Mais même avant de ça et avant de te faire prendre en crucifix, tu sais, le fait, quand il était en demi-garde et qu'en gros, il bloquait comme ça Dricus, au lieu de passer dessous et d'essayer de créer des ouvertures, etc., ben... visiblement, du coup, il n'avait pas un jiu-jitsu défensif, hein, d'après ce que j'ai compris, qui était vraiment de classe internationale non plus Dricus. Donc, franchement, contre un mec qui est, dont on sait que c'est le cas dans à peu près toutes les positions, un Caillot, un De Reader, etc., ben, ça peut être plus intéressant. Mais à part des gars comme ça, qui ont un jiu-jitsu dont on sait que ça peut être beaucoup plus intéressant dans ce qu'il va pouvoir proposer défensivement au sol, on a presque l'impression que c'est déjà mort de toute façon. Et là je sais que... C'est ce qui est vraiment compliqué avec cette performance de Khamzat, c'est paradoxalement, c'est un peu plus flippant pour tout le monde, parce que s'il commence à être un gars à la Georges Saint-Pierre qui peut vraiment gérer au round par round... Oh là là. Et puis en plus, qui peut gérer au round par round et avec un peu à la Georges Saint-Pierre, mais même pire pour moi, avec ce côté, je sais que c'est pas comme ça qu'il faudrait le voir, mais c'est même pas la peine d'essayer d'arrêter son takedown. Alors, en réalité, si, mais en fait, dans l'idée, tu te dis,
il faut, parce que c'est ça qui va le faire travailler, mais partons du principe que tu vas être mis au sol de toute façon. Et c'est là où c'est terrifiant, en fait. Mais c'est pour ça que vraiment, pour moi, et on en parlait avec Rusty hier, hein, en off, pour moi, c'est The Reader qui a le plus de chances, pas de gagner, mais de rendre le combat intéressant. Parce que The Reader, il se fera amener au sol, mais une fois qu'il est au sol, c'est pas un problème pour lui, et là, il peut rendre la vie un petit peu plus chiante à Ramzat, mais ce qu'on disait tous les deux, c'est, je veux dire, les gars, Ramzat, que ce soit le combat contre Burns et contre Ousmane, il a quand même réussi à échanger avec eux en striking, et il a quand même gagné le combat. C'était plus chaud, mais il a quand même gagné le combat. Et donc, en sachant ça, on se disait tous les deux, il y a quand même moyen qu'il prenne son KO René The Reader contre Ramzat Chimaev. Donc c'est pas comme si, tu vois, on était dans une situation où il suffit de le maintenir debout, il y a pas de problème. Non, le mec bosse quand même salement aussi son striking, ce qui le rend quand même aussi flippant. Bah, c'est vrai, mais honnêtement, on a vu quand même qu'il pouvait faire du sale debout, René The Reader. C'est pour ça que c'est bien. Tu vois, ce qui aurait été terrible, c'est que on ait un René The Reader qui soit donc aussi bon qu'on sait qu'il ne l'est au sol, mais qui aurait eu un striking vraiment, mais pitoyable. C'est pas le cas. C'est ça qui est bien, c'est qu'il y a quand même donc des motifs d'espoir avec un mec comme The Reader, parce que les genoux de The Reader, quand même. Voilà, demandez à Robert, ou à Bonical, ou à Bonical, oui, c'est vrai. Ne l'oublions pas. Donc c'est ça qui est bien. Et donc effectivement, j'aurais tendance à aussi mettre une pièce plutôt là parmi tous les contenders sur peut-être René The Reader, parce qu'en plus il a ce style bizarre debout qui fait que on a vu que quand il avait des ouvertures de quelques secondes seulement, Dricus du Plessis, il arrivait à toucher Ramzat. Un mec comme The Reader, il peut faire des trucs probablement un peu sales aussi avec ses genoux, d'autant plus qu'on sait que c'est, tu sais, avec ce que n'a d'ailleurs pas fait Dricus du tout, soit des menaces en uppercut, soit des menaces en genoux, qui font que c'est là où tu peux un petit peu peut-être faire douter un lutteur. Mais ouais. Oui. Et on en reparlera de toute façon dans le podcast dédié à Dricus, mais en plus de Reader, il a ce côté, il y a du chaos, mais il y a aussi de la méthode et de ce que manque peut-être Dricus du Plessis pour la suite. Et c'est vrai que Ramzat, là, c'est l'autre point global qui m'inquiète un peu dans cette catégorie, à la manière de ce qui s'est passé pour Dricus, où c'est pour ça que nous, on flippait parce qu'on était à regarder le combat contre Derek Bronson, vous allez salement redescendre. C'est quand même ce côté, le top 5 est assez complet, mais t'as pas non plus de pur lutteur. Et pour Nassourdine, moi je trouve que c'est très bien qu'il affronte Caio, parce que s'il passe Caio, t'auras pas tous les éléments de réponse, mais au moins on peut se dire, ok, on est un peu plus rassuré par rapport à ce qu'il va y avoir avec Ramzat, même si Ramzat est à des années-lumière de Caio en termes de lutte et tout ça, mais au moins ça peut rassurer pour la suite. C'est ce qui me fait vraiment flipper, c'est que cette catégorie middleweight redevienne comme ce qu'il y avait chez les lightweight à l'époque, où t'as plein de gars qui sont trop forts, mais le seul lutteur calibre triple A, ça va être Ramzat, comme était Khabib à l'époque, comme est aujourd'hui Islam Makhachev, enfin à l'époque aussi, chez les lightweight. Et donc finalement, on a beau se dire, non mais le mec a taffé, non mais le mec, regardez, c'est quand même un bon lutteur, regardez Dustin, il a mis un takedown à Conor dans les premières secondes. Bah ouais, mais quand tu rentres dans la cage face au mec qui a fait ça littéralement toute sa vie, c'est plus du tout la même chose. Et ça qui m'emmerde un peu, c'est qu'on est potentiellement une catégorie à deux vitesses, tu vois, et qu'à chaque fois, on soit en mode gueule de bois, se réveiller en mode, pourquoi même on y a cru avec René The Reader, parce que c'était même pas le même monde, tu vois. Et c'est ça, en fait, tu vois, j'écoutais la vidéo de Luc Thomas dessus, et Luc Thomas, tu vois, disait, en fait, le problème, c'est que, et il parlait de Dricus particulièrement pour l'après, en fait, et nous aussi, on va en parler de Dricus, on fera un petit podcast dessus. Mais c'est qu'en fait, il disait, Luc Thomas, ce qu'il y a de problématique pour Dricus, là, c'est que il n'y a pas un monde qui existe, même si à partir de maintenant, Ramzat ne progressait plus en lutte et qu'il s'arrêtait de s'entraîner en lutte, juste il se maintenait physiquement, il n'y a pas un monde où, même dans, je sais pas, 5, 6, 7, 8 ans, Dricus arrive au même niveau de technicité, de contrôle en lutte que Ramzat. Et c'est pour ça que c'est absolument terrifiant pour un mec comme Dricus, c'est tu te dis, en fait, c'est pas que, d'accord, en fait, c'est mort, mais il y a une telle différence en termes de technique et en termes d'années qui seraient nécessaires pour que Dricus rattrape ce différentiel de niveau, que faut partir du principe qu'en fait, c'est presque même pas possible physiquement. Et du coup, je peux pas m'empêcher d'extrapoler ça en fait à tous les autres. C'est vrai, c'est de se dire, putain,
de la même manière, comme tu viens de le dire, c'est le seul à avoir ce niveau de lutte absolument astronomique, Khamzat. Même pour le reste de la KT, comme De Reader y compris, on dit juste c'est peut-être lui qui a le plus de chance. C'est pas pour ça qu'on le donne favori. Hein. Ce sera le moins pire peut-être. Mais c'est qu'effectivement, il n'y a pas une personne là que je peux voir dans la KT où je me dirais pas, il est beaucoup, beaucoup trop loin et il lui faudrait des années et des années pour arriver ne serait-ce qu'au même niveau que Khamzat aujourd'hui. Et c'est là où c'est terrifiant. Ah non, mais je plus sois Rusty. Pour moi, là, aujourd'hui, on est, et genre, à nouveau le parallèle, c'est comme Khabib et Islam Makhachev. Khamzat, je pense qu'il perdra quand il montera chez les light heavyweight et s'il reste chez les light heavyweight. Quand je dis s'il reste, c'est il peut être opportuniste et attendre qu'il y ait un striker qui s'impose, mais typiquement, le Khamzat en KLAF, je sais pas si l'UFC le fera parce que c'est pas très vendeur, hein, mais là, tu commences à te dire, bon, niveau gabarit, t'as un mec qui est solide, c'est pas le même niveau de lutte en KLAF, mais je pense qu'il faut se lever très très tôt pour réussir à le manœuvrer, et là on commencera à avoir des moments où Khamzat ce sera très très dur pour lui, mais je pense que chez les moins de 84, maintenant, t'as des gars qui peuvent lui poser des problèmes, mais des gars qui vont le battre, aujourd'hui, malheureusement je ne les vois pas, et j'ai envie que Nassourdine batte Khamzat, et j'ai beaucoup beaucoup de mal à y croire, et surtout à l'imaginer en fait. Là, en fait, c'est ça, il aurait des pistes vraiment à explorer Nassour, notamment avec son jeu de jambes, avec son côté extrêmement léger sur ses appuis, s'il décide de faire énormément, tu sais, d'appels contre appels, de déplacements latéraux et en le saupoudrant. Alors là, le parallèle, il est pété au sol, je sais, mais enfin, c'est parce que c'est l'image, la dernière que j'ai en tête, un peu comme, tu vois, ce qu'a fait Michael Badge contre Cannonier, où il faisait vraiment des pas insaisissables, boum, il te met un jab que t'as pas vu venir parce que t'arrives pas à le verrouiller. Dans l'idée. Je sais que les styles sont radicalement différents. Donc, en fait, au moins, ce qui est bien avec Nassourdine, c'est que, tu vois, j'ai presque envie de dire, comparé à un mec comme Paulo Costa, dont on sait qu'en plus de ça, il n'y a pas vraiment de jeu de jambes, il est statique, au moins Nassour, il aurait des pistes à explorer et il aurait des vraies armes à faire valoir. Il serait pas favori, c'est sûr et certain, mais il aurait des armes à faire valoir. C'est vrai que là, si on va regarder pardon, le ranking de l'UFC, je pense qu'on va très vite faire des calculs. Quels calculs se feront très vite, pardon. Poids moyen, ils n'ont pas encore changé, mais donc Dricus, Nassourdine, Sean Strickland. Pour moi, Sean Strickland, en fait, oui, il a une bonne défense de lutte. Je pense pas qu'il aura une défense de lutte suffisante pour arrêter Khamzat. Et une fois au sol, je pense que Khamzat fera ce qu'il veut. Adesanya, je pense que ce serait probablement la même idée, même si Adesanya, en tout cas, dans l'esprit, dans l'idée, il aurait un petit peu les mêmes armes potentiellement que Nassourdine, c'est-à-dire des très bons déplacements, intelligents et dynamiques, latéraux, et puis saupoudrés en striking. Mais quand même, Khamzat serait favori malgré tout pour imposer son jeu. René de Reader, donc voilà, ça on en a parlé. Caio Borralho, même si en fait Caio, j'attends de voir tout simplement face au meilleur des meilleurs. Là, j'ai très envie que Caio essaye de mettre au sol et de faire des trucs à Nassour, juste pour voir, tu vois. Ah, mais c'est ce qu'il va faire de toute façon. Enfin, il a intérêt parce que debout, il va se faire pourrir. Oui. Ouais. Donc, j'espère que Caio va faire ça. Normalement, il devrait essayer et on aura probablement des réponses, en tout cas sur la capacité, même si donc ce sera probablement en jiu-jitsu offensif, en grappling offensif qu'on verra Caio travailler. Mais au moins, voilà, enfin, ce sera intéressant du point de vue de sa capacité à créer des choses au sol. Ensuite, on a... on n'a pas parlé d'Anthony Hernandez. D'Anthony Hernandez Fluffy, on n'en parle pas parce qu'on n'est pas en 2027, Rust, en fait. Là, on est en 2025, faut encore qu'il passe des étapes. Non, mais je suis comme toi, j'y crois aussi, mais faut qu'il se frotte à un vrai, c'est ce qu'on disait quand on avait fait le podcast recap sur sa belle victoire contre Dolidze. Intrinsèquement, oui, mais c'est un peu comme Bonical avant qu'il se prenne de Reader. Stylistiquement, c'est très intéressant, mais attendons qu'il ait un vrai top 5 et là on pourra vraiment se prononcer. Moi, vraiment, ce qui me fait peur, au moins il a coché cette case-là physique contre Dolidze, qui est quand même un Golgoth pour la KT. Après, attendons de le voir face à un gars qui a l'habitude des très très gros chocs. Néanmoins, et ça qui est intéressant, c'est en fait pourquoi est-ce qu'on lève un sourcil intéressé pour Fluffy Hernandez, c'est que son point fort, c'est la lutte. Anthony Hernandez, il est très bon au sol. Et surtout, il a un style en harcèlement
sur 5 rounds qui fait encore plus de dégâts sur les 5 rounds. Et il peut travailler et faire le meilleur de son taf quand il sait qu'il a 5 rounds. Complètement, et je sais pas si j'avais dit en début de podcast, mais vraiment moi j'ai toujours des doutes sur le cardio de Ramzat. Quand je dis ça, c'est que il a combattu dans un fauteuil, les gars, et ça n'a rien à voir entre combattre dans un fauteuil et faire les combats de Kamaru Usman qui sont un enfer contre Colby Covington, où jusqu'au dernier round c'est très chaud et vous arrivez à placer le coup d'accélérateur au 5e round. Là, je veux dire, contre Dricus du Plessis, enfin, je vais pas dire qu'il n'y a pas de souci, mais au regard de la physionomie du combat, il était dans de très 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 bonnes conditions. Attendons qu'il y ait les mêmes combats qu'il a eu par le passé, où il y avait des doutes, où forcément tu te places dans une situation où tu es à 90-95% pour finir le gars, et ensuite c'est compliqué de revenir. Là, contre Dricus, ça allait. Ouais, il a quasiment pas eu d'effort à fournir contre Dricus, donc effectivement c'est normal qu'il ne se soit pas crevé. Ouais, je suis comme toi, je pense qu'on n'a pas vraiment eu de réponse sur son cardio. Mais et donc contre Hernandez, en fait, ce qui pourrait être intéressant contre Fluffy, c'est, alors tu sais, et ça il en a parlé lui-même, Khamzat d'ailleurs, en Media Day, c'est le mec lui demande, alors on a entendu dire que en fait tu y arrivais mieux face à des plus gros gabarits que face à des plus petits, et que c'est pour ça qu'en fait tu préférais les middleweight plutôt que combattre des welterweight, puisque quand les mecs étaient des plus gros corps à manœuvrer, en fait, toi, tu préfères ça, plutôt que des espèces, dans l'esprit, un peu que des anguilles, tu vois, des trucs un peu plus difficiles à gérer. Fluffy, c'est un tout petit middleweight, donc au moins, il aurait ça aussi pour lui, c'est que c'est pas un tracteur à manœuvrer, c'est plutôt un mec, justement, qu'il faut réussir à choper et à cadrer plutôt qu'autre chose. Donc, à voir qu'il confirme d'abord, effectivement, mais s'il confirme Anthony Hernandez, pour moi, on a peut-être avec De Ridder un des mecs qui a le style qui peut, en tout cas, poser le plus de questions et de problèmes dans la théorie à Khamzat. C'est-à-dire que il serait difficile à contrôler probablement sur les 5 rounds, il aurait probablement un peu plus de choses à proposer, même en grappling défensif, qu'un Dricus, et on sait de la même manière qu'il serait increvable. On sait que quand ça se relève, il peut faire mal aussi, même si pour moi il est quand même un peu moins dangereux que des mecs comme Dricus. Donc voilà, on a en tout cas deux pistes potentielles de mecs qui ont des styles à poser problème. Mais espérons qu'ils ne perdent pas d'ici là, Rust. Ben ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, parce que par exemple, tu vois, les styles font les combats, mais un Nassourdine contre Fluffy Hernandez, je mets Nassourdine, par exemple. Donc c'est vraiment les styles qui font les combats, quoi. Ah oui, complètement. On a terminé. Bah vas-y, attends, finissons le top 15 pour être sûr. Oui. Ouais, bon, par acquis de conscience. Par acquis de confiance. Si on a un Polo qui revient à Prime Polo Costa, ça pourrait m'intéresser, mais là encore, pour moi, faut qu'il enchaîne 2 vraies grosses victoires. Ouais, et encore, en vrai, je sais même pas, moi, si ça m'intéresse, parce que, ouais, il a une grosse défense de takedown, mais, et encore, oui, mais à part contre Yoel Romero à l'époque, et encore, c'est pas comme si Yoel avait vraiment tout mis en place et tout essayé, parce que Yoel lui-même ayant très très peur de la dépense de cardio. Donc, dans l'idée, il a une bonne défense de takedown, mais c'est un gros corps, et ça, il adore ça, Khamzat, et je sais pas vraiment à quel point est-ce qu'on peut être sûr que sa défense de takedown, elle est aussi folle qu'on ne le pense, et j'ai envie de dire, d'autant plus qu'il reste un gros middleweight, mais c'est plus non plus le tank qu'il y avait avant. Paulo Costa, ça reste c'est un plus gros middleweight qu'un Fluffy Hernandez, c'est sûr, mais c'est plus le taureau que c'était avant. Ah, c'est plus que c'était, c'est plus que c'était. Il n'y a plus la pharmacie, enfin. Je plaisante évidemment. Et donc pour le reste du top 15, et puis voilà, là c'est tout. Ouais, pour le reste, oui, parce que Marvin Vettori, on peut tout de suite oublier. Brendan Allen aussi. Brendan Allen, on peut tout de suite oublier. Kopilov, on peut tout de suite oublier. Abus Magomedov, je pense qu'on peut tout de suite oublier aussi. Donc, et puis Ikram Aliskerov, là, faut attendre dans quelques temps. Si jamais il revient au top. Puisque s'il revenait au top. Vous vous souvenez, il s'est fait exploser par Robert Whittaker, bien les gars. Ça se passe toujours chez NutriPure, made in France, naturel. Rusty à Poncé, il te reste des barres ou il n'y a plus rien? Ouais, il me reste des barres. J'en ai pas mal pris quand j'étais à Chicago. À Chicago. Donc voilà, vous le savez. Allons à Chicago faire du fric. Et voilà. C'est dans l'ennemi public. Et donc. Le truc avec Johnny Depp, c'est quoi déjà le film? Avec Johnny Depp. Oui, c'est ça. Public Enemies. Oui, Public Enemies. Oui, il n'y avait pas de titre en français. Ah ouais. Comme quoi. Enfin bref, code LASFEUR, vous avez moins 10% supplémentaire, en plus c'est bio. Enfin bref, fantastique NutriPure.
Wicked One, regardez ça, on est tous les deux en mode oversize avec le Big Rusty en Wicked One, les petites couleurs estivales, on est bien, quelque chose qui va, un petit shirt bleu pour Rusty qui va bien avec ses yeux. Puis oui, moi ça me va juste bien ce rose là. Donc code la sœur, vous avez moins 20%, surtout Wicked One. Et puis petit sujet subsidiaire un petit peu plus léger où là je mets un carton jaune Rust, carton jaune, carton jaune orangé, très très salement orangé, oui. Frankie Edgar a signé au BKFC. Vous savez à quel point on parle en bien du BKFC, mais autant pour le Bare Knuckle Fighting Championship que pour Frankie Edgar, je suis pas content du tout. Parce que Frankie Edgar, je pense que c'est impossible d'être un hater de Frankie Edgar, une vraie légende de l'UFC, ancien champion, qui a terminé parce que tout simplement, vous regardez ses KO contre Sandhagen, contre le Korean Zombie, il était vraiment temps que ça s'arrête pour lui, et contre Chito Vera, pardon. Et là, le gars va littéralement dans la ligue où il va prendre le plus de dommages. Je pense qu'il a 40 piges maintenant, Franck. Enfin bref, je ne veux pas voir ça du tout. A priori, il lui prépare un combat contre un UFC vet, mais même si c'est contre un gars qui a été à l'UFC par le passé, qui a aussi 40 ans, c'est typiquement les trucs pour lesquels on n'aime pas le bare knuckle ou les autres ligues qui prennent des gars qui sont à des années de leur prime. Aujourd'hui, Frankie Edgar, il ne devrait pas combattre et le voir prendre plus de dommages, il est père de famille, j'ai juste pas envie de voir ça. Bah oui, et puis en fait, c'est quand même. C'est pas un boxeur, hein, Frankie Edgar. C'est un mec qui avait du succès avec sa boxe parce qu'il arrivait à la mixer parfaitement avec ses takedowns et ses tentatives et ses menaces de takedown. Si t'enlèves le MMA et que t'enlèves la lutte et que t'enlèves tout ce côté double menace, c'est pas comme si c'était un mec qui mettait des KO, hein, Frankie Edgar. Donc sur un format. Après, il est dur au mal. Voilà. Ouais. Mais donc vraiment c'est presque la pire des choses que tu puisses savoir si tu fais du BKFC en fait, c'est de résister et donc de te prendre plus de dommages sur de plus longues plages horaires. Voilà. Ouais, 43 ans, effectivement, c'est sur ses 5 derniers combats, il a pris 4 KO à l'UFC. Ça fait 3 ans qu'il n'a pas combattu. Et puis lui-même, c'était quand la dernière fois qu'il avait mis un KO? Chad Mendes en 2015. Comme vous pouvez le voir, voilà, tous les avantages sont de son côté. Voilà. Bon en tout Après, à voir contre qui ils le mettent, mais bon. J'ai pas envie. Ouais, moi non plus. Ouais. Non, mais pour moi, c'est juste ça, c'est que le mec est quand même construit un peu pour, tu vois. C'est typiquement, on en parlait quand Luke Rockhold avait été au BKFC, c'est pas une ligue pour lui. Même Connor, pour moi, très mauvaise idée qu'il aille au bare knuckle. Enfin, il va se prendre un coup, il va vite se rendre compte qu'il est mieux à faire autre chose. Donc, mais bref, ça m'attriste de voir ça. En fait, ce qui fait chier, c'est que ce qui me fait encore plus chier, c'est même pas le côté sportif, c'est que ça veut dire que peut-être qu'il a besoin de thunes, tu vois. Oui, peut-être. Ça me fait un peu chier. Oui, et c'est aussi, pardon, oui, tu fais bien de le dire, parce que c'est le premier truc aussi que je me suis dit, c'est que, le gars, dans mes souvenirs, était bien payé, puis avait quand même un vrai statut à l'UFC, donc qu'ils reviennent pour, incompréhensible, mais bon, il y a des raisons que la raison ignore, je crois, Rust. Enfin, bref. Ouais. Et puis pour terminer là, la raison ne l'ignore pas, c'est Holy Moly les gars. Révolution dans les boissons énergisantes, thé glacé, boissons de réhydratation et j'en passe. Là Rusty, voilà, ces parfums là, que ce soit celui-là ou celui que j'ai derrière, qui soit en mode estivo, on se régale. Code là sur 5 pour votre première commande, moins 5 €. C'est incroyable ce qui se passe avec le focus, Rusty. Oh là 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 là. Code là sur 5, donc moins 5 € si vous avez déjà commandé chez eux. Code là sur 10, moins 10%. Bonne dégustation, à très vite.